Est-ce qu'Amy, tu peux nous faire un clap? Bien sûr. Tu me vois? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de Nef Club. Je suis super contente. Ça fait longtemps que j'ai cette idée dans la tête, ça fait longtemps que j'ai envie de créer un espace de parole où on ose aborder des sujets sans tabou, mais oser parler pour de vrai, sans avoir peur en fait du jugement qui souvent nous empêche de nous exprimer et de dire sincèrement ce qu'on pense. Et en fait, je pense que moins on le dit, moins on avance. Donc j'ai très envie qu'on parle sans filtre. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler du surattachement. C'est quelque chose qu'on entend souvent sans savoir vraiment ce que c'est un peu évasif. Il y a un indice dans le nom, surattachement, normalement. Ouais. C'est quand même évident. Mais la définition de l'attachement, c'est sentiment d'affection qui lie fortement à quelqu'un, quelque chose ou autre. Si on ajoute le sur, c'est que cet attachement est souvent source de souffrance, d'handicap ou de difficultés en fait au quotidien. Pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'être entourée de deux super personnes. Bienvenue Maureen. Merci. Bienvenue Gary. Bonjour. Merci. À tous les deux. Votre âge à tous les deux, Maureen, t'as quel âge? Moi j'ai 24 ans. T'as 24 ans. Et dans la vie, tu fais? Je suis cadreuse-monteuse. Pour le moment, je suis en auto-entrepreneur, mais j'aimerais bien trouver une position dans une entreprise. Plus stable. Voilà. Ok. Et toi Gary? Et moi, je suis comédien. Non. Ouais. Comédien, pour l'instant, j'ai pas encore la fameuse sacro-sainte intermittence, bien sûr. Mais voilà, j'essaie déjà de faire plein de projets à gauche, à droite. Je suis principalement dans le théâtre, donc comédien de théâtre. Donc c'est vrai que les caméras, etc., là, je suis plutôt à l'aise, on va dire, de base. Non, mais c'est vrai. D'accord. Je suis plutôt à l'aise. Mais là, c'est vrai que vu que je n'ai pas de rôle derrière lequel je peux me planquer, on va dire, c'est forcément un exercice un petit peu plus particulier. C'est différent, ouais. Et quel âge tu as, Gary? J'ai 29 ans, moi. 29 ans aussi, ok. Moi, j'aimerais vous poser une question simple. Quand vous avez vu surattachement, vous vous êtes dit « Ok, j'ai envie d'en parler ». Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle anecdote vous vient en tête qui traduit ce surattachement chez vous si difficile à vivre au quotidien? Moi, comme je te dis, c'était très récemment où en fait, là, je suis dans une relation depuis 1 an maintenant. Et je me suis rendu compte que c'est ma toute première relation. Et je me suis rendu compte que je vivais que par lui, en fait. Genre, j'ai abandonné... vraiment, j'étais extrêmement attachée à lui, pour le coup. Et comme on est à distance, je passais mon temps sur mon téléphone, à lui parler, à lui raconter toutes mes journées, faire tout ce que je faisais. Moi, dans mon travail, ça allait plus très bien, donc je faisais pas grand-chose. Je perdais un peu mes passions et tout. Et la seule chose qui me restait, c'était lui. Et du coup, je me suis vraiment fortement accrochée à lui. Et c'était pas très bon. Et lui, il en pouvait plus, quoi, ce qui est normal. Et pour moi, du coup, genre, c'est vraiment quand j'ai vu ça, en tout cas, c'était vraiment le fait de me dire, c'est être attaché vraiment à une personne au point d'en oublier tout le reste, en fait, et de s'oublier soi-même. Et je me suis rendu compte que dans mes amitiés, c'est la même chose. J'ai des amis, pour moi, quand je rencontre une personne, je dis, moi, c'est pour la vie, tu vois, même si un jour on se parle plus, je serai toujours là pour toi si t'as besoin, etc. Parce que, ouais, je reste accrochée aux personnes, vraiment, c'est le mot. Et quand tu dis tu t'oublies, c'est-à-dire que tu vis qu'à travers lui, c'est une relation à distance? Principalement, oui. On essaie de se voir tous les week-ends, c'est pas toujours possible. D'accord. Mais quand tu dis que tu vis à travers lui, ça se traduit comment? C'est dans le sens, par exemple, j'ai une période où lui ne pouvait pas venir chez moi et j'y allais tout le temps chez lui et du coup, je voyais plus mes amis, je sortais plus avec mes amis. C'était vraiment lui ma priorité, en fait. C'était plus moi ma priorité et mon bien-être, c'était ma priorité en me disant, je suis bien avec lui et si lui est bien, moi, ça me suffit. Et du coup, j'en oubliais vraiment tout le reste, quoi. Et c'est cette relation qui, d'un coup, te fait te dire il y a quelque chose qui va pas, qui me fait souffrir. Comment ça s'est traduit, ça? En fait, cette révélation en toi? On a eu une crise, on va dire, où lui, il me disait j'en peux plus, quoi. Parce que, en fait, moi, j'étais un peu en train de sombrer. C'était pas du tout par rapport à notre relation, mais des extérieurs où j'étais en train d'être mal, vraiment. Et c'est pour ça que je me rattachais vraiment à lui, parce que c'était la seule chose positive à ce moment-là que je trouvais. Et lui, il me disait, mais moi, j'en peux plus, quoi. T'es plus la personne que j'ai aimée. Parce que t'as plus
tes passions, t'as plus l'indépendance, t'as plus tout ça, qui étaient des choses que moi j'aimais chez toi. Et comme moi j'étais devenue dépendante de lui, bah c'est sûr que mon indépendance qu'il avait attirée au début n'était plus là. Et en fait, quand il a soulevé ces points-là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bah c'est vrai que depuis quelques temps, je vois que par lui. Et moi, j'en ai oublié tout le reste. Mes passions, je fais beaucoup de photos, je faisais beaucoup de sport avant et tout ça, j'ai lâché. J'ai vraiment tout arrêté. L'écriture aussi, c'est des passions que j'ai depuis des années, depuis mon enfance. Et j'ai tout arrêté sur l'espace de quelques mois. Et je m'en étais même pas rendu compte, en fait. Et lui, il me disait, mais je te vois sombrer. Et enfin, c'est plus possible, quoi. Et donc, c'est vraiment quand on a eu cette discussion entre nous et que je me suis rendu compte que, bah oui, il y avait un problème. C'était pas normal. Et ça me suis rendu compte que, oui, je m'étais extrêmement attachée à lui, que c'était pas que ça, mais que en fait, c'était... je sais plus comment on dit en français, mais a coping mechanism en anglais. Oui. Mais je sais pas le traduire en anglais. Voilà. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. Du coup, c'était ma manière à moi de guérir ou de me voiler la face, on va dire, de tout le reste. Parce que ça va bien avec lui, donc tout le reste, on s'en fout, tu vois. Alors que non, quoi. Je me voilais littéralement la face. D'accord. Oui, non, mais je vois exactement ce que tu nous expliques. Toi, Gary, comment ça s'est révélé chez toi ? En fait, c'est quelque chose, moi, qui s'est développé, comme je disais, depuis un bon petit moment, depuis très longtemps. C'est un état, on va dire, qui est vraiment très, très ancré. Mais c'est il y a un an, comme je disais tout à l'heure, il y a un an que j'ai pu mettre des mots dessus parce que il m'est arrivé, en fait, comme il m'est déjà arrivé déjà depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, je voyais pas, enfin, je pensais que c'était normal, etc., machin. Mais c'est que il y a à peu près un an, j'avais en fait une sorte de petite surattachement sur une collègue à moi, enfin une collègue comédienne sur laquelle on avait un projet. Et un attachement amoureux, amical ? Oui, alors amical et un petit peu amoureux quand même. Elle te plaisait ? Voilà, elle me plaisait aussi. Effectivement, on peut dire un petit crush. Mais en fait, oui. J'adore ce mot, je trouve très mignon. C'est très chou, oui. Et en fait, elle avait prévenu, il y a mon copain qui va venir. Ah oui, mais elle avait une vie, elle n'était pas au courant que tu avais des sentiments pour elle. Non, elle n'était pas au courant. J'avais moi-même mon petit crush de mon côté, mais j'osais pas, j'arrivais pas. Enfin, voilà, j'ai toujours eu du mal de ce côté-là. C'est quand elle a dit que son copain allait venir et que j'ai vu son copain venir à une des représentations, que là, vraiment, j'étais vraiment pas bien. J'ai commencé à faire de la jalousie contre ce mec, un truc... comme ça, on peut se dire oula, qu'est-ce qui se passe parce qu'il m'a rien fait, ce gars, etc. Mais vraiment d'être mal, d'avoir mal au cœur, à la poitrine, etc. Vraiment, c'est plein d'effets comme ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que ça me fait la même chose. À chaque fois, je m'attache un petit peu à une personne, généralement une femme, et ça se passe toujours de la même manière. Mais là, cette fois, c'était vraiment fois 10 000. Je souffrais fois 10 000 et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu parles de cet attachement qui se reproduit, donc cette espèce de boucle que tu refais à chaque fois, est-ce que c'est des relations... est-ce que ces femmes-là sont au courant que tu as des sentiments pour elles, ou c'est souvent quelque chose, tu rencontres quelqu'un, cette personne te plaît, tu sais pas trop ce que tu ressens et la personne n'est jamais au courant? Ou alors est-ce que ce sont des relations que tu développes? Alors, les personnes ne sont jamais au courant parce que ce fameux surattachement que j'ai développé, c'est que, en fait, je m'accroche à des images de personnes qui me plaisent dans un sens que, en fait, ça peut être du sentiment amoureux, mais ça va plus loin que ça. Justement, j'en avais déjà discuté aussi avec ma psy et on en avait déjà parlé. C'est quelque chose de particulier. Comme en fait, au fond de moi, il m'a manqué quelque chose depuis que je suis enfant, une sorte d'estime de moi très très forte ou quelque chose du genre. Je vais en fait, dès que je suis pas bien, m'accrocher à une image qui va me soulager, qui va me faire du bien, une personne qui va développer de la bienveillance avec moi ou un petit peu de compassion, des choses comme ça, ou quelqu'un qui va aller me montrer une énergie qui me rassure. Et c'est pas de l'ordre amoureux parce que dans le sens où c'est un petit peu toxique. Enfin, je sens que c'est un peu toxique à l'intérieur de moi, etc. Et puis, même si j'ai envie des fois, j'avais envie quand même de faire le pas, de tenter, etc. Je sens que je sais pas comment faire et que je vais debout, comment je fais. Et en fait, le truc, c'est que je reste à l'intérieur de moi. Je n'ose pas et je suis dans des automatismes en imaginant aussi des choses avec moi. En fait,
C'est vrai que c'est un peu particulier, mais pour dire franchement, dans ces moments-là, je ne suis pas moi-même. C'est un peu comme toi, je m'oublie, mais je m'oublie dans le sens où je suis complètement dans mon cerveau me fait partir dans des histoires, je ne suis plus au présent, je ne suis plus là du tout, et je ne suis plus au présent dans le monde, quoi. Et c'est un monde que tu communiques ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment cet univers que tu construis sur des possibilités de vie? Ça me fait un peu penser au film La vie rêvée de Walter Mitty. Je sais pas si ça te parle, mais ça me parle pas, mais j'imagine faudrait que tu regardes. Ouais. Et je me demande si c'est vraiment cet univers où tu t'isoles en fait finalement, ou est-ce que tu le partages? Pour vous dire, c'est un peu une exclusivité que je vous offre là, parce que à part avec ma psy, je vous jure, personne n'est au courant de ça. Et j'en profite aussi forcément pour dévoiler le voile, parce que peut-être que je ne suis pas le seul aussi. Que tu as peut-être besoin. Voilà, et j'ai besoin aussi, ça fait partie du travail. Mais effectivement, comme tu dis, je suppose que le film parle de ça. C'est vraiment, en fait, il y a une telle peur, entre guillemets, qui s'est développée chez moi depuis longtemps, des relations sociales, de plein de choses, etc., de rapports humains, justement, même tout simplement comme on a là. Là, c'est un super exercice aussi pour moi, c'est incroyable. Que, en fait, dans ces moments-là, je fuis le monde réel et je vais dans mon monde. Mais dans mon monde, je vais partir, et je me rends pas compte, c'est automatique, mais je vais partir en imaginant des super belles histoires avec la fille qui me plaît, ou des choses comme ça part vraiment très très loin. Et c'est pour ça peut-être aussi que dès que je découvre qu'elle a un copain ou quelque chose, ou que ça peut pas marcher. Ça te brise le cœur, quoi. Que ça me brise le cœur, mais fois 1000. Mais parce qu'il y a un énorme manque à l'intérieur de moi qu'il faut combler. Qu'est-ce que t'en penses quand t'entends ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne chez toi? Bah oui, complètement. D'accord. C'est le fait de rêver, d'imaginer les choses. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu une histoire un peu similaire avant de rencontrer mon copain, avec un garçon qui était à l'école avec moi. Ça a duré pendant 2 ans. On se disait meilleurs amis, on était tout le temps ensemble, etc. Il était en couple, mais l'école entière pensait qu'on était ensemble. Ah oui, d'accord. Vous étiez très fusionnels. Oui, on était très très proches. Ambigu ou fusionnel? Ambigu. Ambigu, complètement d'accord. ambigu. Assumé, donc. Moi, c'était moi qui étais célibataire, c'était lui qui était en couple, mais c'était moi qui mettais des barrières. D'accord. Donc déjà, quand c'est comme ça, il y a un problème. Et moi, je me suis extrêmement attachée à lui, et j'ai plein d'amis qui m'ont dit mais arrête, il quittera jamais sa copine pour toi. Oui, tu donc le sais très bien. amoureuse de lui en fait. Je le suis devenue. Au début, non. Au début, je me disais c'est mon ami, il est en couple, on met des barrières, il y a rien. On s'entend bien, il y a un feeling, that's it, quoi. Moi, j'ai la chance parfois de pouvoir mettre un filtre sur mes émotions. Donc à ce moment-là, j'ai dit non, genre il y aura rien, et c'est tout. Sauf que quand il y a tout le monde autour qui commence à te rabâcher, il a un truc pour toi, ça se voit, machin, au bout d'un moment, ça finit par rentrer dans ta tête. Donc cette barrière, elle s'est brisée, et j'ai fini par développer des sentiments pour lui. Le problème, il était en couple. J'ai rencontré sa copine, que je trouvais adorable, et je lui parle encore à l'heure actuelle. Ils sont plus ensemble, mais je lui parle toujours à l'heure actuelle, et j'adore cette fille. Et en fait, le problème, c'est que lui, il nourrissait ça. Il nourrissait un peu cette ambiguïté, il jouait avec, parce que je pense qu'il voyait qu'il y avait un truc. Et je sais pas après ses raisons ou quoi, on en a parlé très brièvement avant de couper les ponts. Il m'a pas vraiment dit pourquoi il faisait ça. Mais moi, en tout cas, ça a beaucoup nourri mon attachement, et j'ai eu cette période où justement, j'imaginais ce qui pourrait se passer si jamais il quittait sa copine, même si j'avais pas envie d'être la personne qui brisait un couple. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai jamais rien dit, moi non plus. Je le gardais pour moi parce que je disais... Oui, tu te battais contre tes sentiments, quoi. C'est ça. Je me disais, s'il la quitte, ça viendra de lui. Je veux pas lui dire, je veux pas lui mettre un ultimatum, je veux pas être la briseuse de couple, je veux pas voler le copain de quelqu'un, non. Donc, tout à ton honneur. Merci. Il y en a qui s'emmerdent pas autant. C'est vrai. C'est sûr. Moi, j'ai préféré souffrir pendant 2 ans. Je sais pas si c'est mieux. Mais voilà. Moi, au moins, t'es droite dans tes bottes. C'est ça. Là, ma conscience, elle est clean à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour rebondir sur l'histoire de Gary, c'est que toi aussi, tu avais ces fantasmes finalement. Du coup, oui. Du coup, tu t'imagines ce qui pourrait se passer si jamais un jour, il finit par la quitter et qu'il te dit qu'il veut un truc avec toi, ou juste si jamais il avait jamais été en couple finalement et que ça s'était fait normalement, quoi. Mais, je vois. Mais ouais, tu finis par t'imaginer un peu la chose, et tu cogites, tu regardes un peu ce qu'il fait, J'étais pas non plus dans la psychose à regarder absolument tout ce qu'il faisait, sa localisation et tout. Je sais que lui, il l'avait fait à un moment donné.
Oui, donc lui aussi, finalement, il était un peu dans la même énergie. C'est pour ça que je sais pas trop où il était. D'accord. Mais je veux pas savoir non plus parce que justement, je veux pas replonger là-dedans. J'ai réussi à m'en défaire. J'ai eu une phase où même quand on se parlait plus, je pensais tout le temps à lui et je voulais tout le temps lui écrire. Je voulais tout le temps qu'on retrouve la relation qu'on avait, quoi. Même si je savais qu'il y aurait rien, je voulais quand même, parce que le perdre, au final, ça, comme j'étais très attachée, ça faisait très mal. Mais maintenant que j'ai réussi à me défaire de ça, je veux pas savoir, je veux pas avoir de contact, je veux aucune idée. Je veux pas replonger là-dedans. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit le surattachement, je le ressens dans ma relation amoureuse et je suis pareil avec mes amis. Mais alors, comment ça se traduit si tu es surattaché au copain que tu as actuellement, que tu vis à travers lui? Du coup, quid de cet attachement que tu as avec tes amis? Est-ce que, du coup, il est moins fort? Est-ce que tes amis sont délaissés? Est-ce que ce surattachement, il arrive à se décupler, à se découper? Comment tu t'organises? Je suis pas organisée. C'est qu'on se le dise. En fait, moi, j'ai un problème qui est que j'ai des phases où, quand je suis pas bien ou que j'ai besoin d'une pause, je ne parle plus à personne. Vraiment. Donc, mes amis, ils ont l'habitude que je disparaisse pendant certaines périodes et que je revienne comme ça. Hey, du coup, comment ça va? Est-ce qu'on peut se voir, etc. Mais ça veut pas dire que je les aime plus pour autant. Au contraire, je les aime toujours énormément. C'est juste que c'est trop d'énergie de ressentir ça? Peut-être? Je sais pas. Oui, moi, en tout cas, mentalement, ça m'épuise à arriver à un stade. J'imagine. Parce que, comme je tiens énormément à ces personnes, j'ai toujours envie de les aider. J'ai toujours envie de leur venir en aide et je fais tout pour ces personnes-là. Et j'ai tendance à faire passer tout le monde avant moi, à vouloir régler les problèmes de tout le monde, être un peu la psychologue du groupe, comme j'ai tendance à dire. Et émotionnellement, au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc j'ai des phases où je vais juste couper court à tout, je vais me mettre en ermite, je vais rester dans mon coin et je reviens une fois que je suis pleine d'énergie et que je peux recommencer à aider tout le monde. Mais au-delà d'aider, est-ce que c'est là quand tu parles avec ton chéri et que tu vis à travers lui, tes amis, t'entretiens le contact avec eux ou pas du tout? Moins. On s'envoie des reels sur Insta, des petites discussions de brèves, surface, quoi. etc. Mais oui, c'est ça. Mais on se rappelle quand même, eux comme moi, de temps en temps, je sais pas si ça va en ce moment, je sais pas ce qui t'arrive, mais si t'as besoin, je suis là, tu vois. Il y a toujours des petits rappels. Oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, on est là. Toi, Gary, t'as ce même attachement sur des amis aussi? Ouais, en fait, ce surattachement, c'est vrai que ça peut marcher pour des filles qui vont me plaire, ou ça peut marcher juste sur une personne, comme je disais tout à l'heure, qui a une énergie assez bienveillante, etc. Donc, ça peut m'arriver aussi d'avoir un attachement sur quelqu'un avec qui je suis amie, mais avec qui ça marche bien. Un surattachement aussi, peut-être, j'ai même quelqu'un en tête, mais évidemment, je ne vais pas donner son nom, mais que je ne connais pas. Je l'ai vu peut-être 2 fois en vrai. On se connaît juste d'Instagram. Mais justement, c'est ça, en fait, peut-être aussi qui fait que je suis peut-être un petit peu plus surattachée. C'est que je la connais pas. Et du coup, forcément, mon cerveau, il va imaginer plein de choses sur sa vie. Je la fantasme aussi un petit peu, peut-être. Il y a peut-être un petit quelque chose. Donc, c'est vrai que moi, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être aussi des amis, etc. Mais c'est souvent, effectivement, dans les extrêmes. Soit je connais bien la personne et je sens que je suis vachement bien avec. Soit je la connais pas beaucoup. Il va y avoir une sorte de petit fantasme autour de ça. Et du coup, du coup, ça porte le problème qu'après, quand je la vois en vrai ou qu'on se rencontre, etc., je suis souvent déçue du rapport social qui se passe, parce que comme mon cerveau, il imagine plein de choses, de belles choses, etc., forcément, après, je suis un peu déçue ou triste, quoi. Oui, est-ce que c'est ça, finalement, la conséquence, et ce qui fait mal au quotidien, c'est du coup cette différence entre le fantasme et la réalité? Est-ce que qu'est-ce qui est le plus dur là-dedans, quoi? Est-ce que c'est... Parce que j'imagine que j'imagine que vous imaginez, ça se dit pas, mais bon, bref. Ce sont des scènes, j'imagine, extraordinaires, des choses qui sortent du commun, qui sont loin du terre-à-terre. Et quand ce terre-à-terre arrive, qu'est-ce qui se passe? La déception, je sais pas, une désillusion, qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment. C'est compliqué à dire parce que c'est majoritairement dans ta tête. T'es dans ta tête tout le temps, en fait. C'est comme si tu rêvais éveillé. Donc, je sais pas. Je pense que c'est surtout un choc quand tu t'en rends compte. Mais tu t'y attends pas, du coup, que ce soit pas comme tu l'avais imaginé? T'as toujours une petite voix qui te dit, mais c'est pas ça, tu le sais. Donc, au fond de toi, tu le sais, mais tu veux pas l'écouter, cette petite voix. Tu restes dans ta tête et c'est mieux. Ça fait un choc, du coup, après, quand
quand tu reviens sur Terre et que tu finis par l'écouter. Ouais, parce que je me demande le conscient et l'inconscient, ce qu'il a à voir là-dedans sur, du coup, par exemple, cette jeune femme que tu rencontres dans ton cours de théâtre, sur laquelle tu t'entends bien, elle est sympa, tu développes voilà, ce petit fantasme où peut-être que... Et imaginons que cette fille, tu lui déclares ta flamme, tu discutes avec elle, et que elle est super, mais pas autant que dans ta tête. Est-ce que tu tenterais le coup quand même, ou c'est comme c'est pas exactement ce que tu avais imaginé, c'est pas le fantasme que tu en as, la déception serait trop forte? Si on prend mes expériences à moi, je pense que je tenterai parce que je suis jamais allée jusque-là. D'accord. J'ai toujours été surpris par un mur à un moment donné, un copain ou autre, ou parce que j'y Raconte-nous. arrive pas. Gary, on veut savoir. Parce que c'était ma question suivante, c'était est-ce que tu utilises des applis de rencontre, par exemple? Est-ce que tu fais des rencarts? Est-ce que des dates? Est-ce que tu as été jusque-là? Est-ce que tu as eu une relation amoureuse? J'aimerais bien en savoir plus, tu vois. Ouais. Dans mon cas, dans ce cas-là, je n'ai jamais été plus loin que les fantasmes que j'imaginais. J'ai jamais utilisé jusqu'à présent d'appli de rencontre ou de choses comme ça, parce que, comme je le disais, j'ai un manque effectivement intérieur d'estime de moi, etc. et tout. Mais j'ai aussi développé une peur sociale de rencontrer des nouvelles personnes. J'imagine aussi forcément le pire sur des personnes inconnues et tout, etc. Et jusqu'à présent, ça a toujours été sur ce mur-là, quoi. Pas plus loin que vraiment les fantasmes. Mais je rebondis sur ce que tu dis, sur les applis de rencontre, parce que justement, avec ma psy, on est en train de travailler là-dessus. Et elle m'a effectivement proposé l'exercice de passer le cap des applis de rencontre. Donc là, en ce moment, je suis en train de découvrir à quoi ça ressemble, ce genre de truc. Je connaissais pas du tout. Et alors, Gary, est-ce que ça match? Non, mais on a envie de savoir. Ouais, bien sûr. Dans un premier temps, elle m'a dit on va faire plutôt des matchs amicaux. Il y a certaines applis qui proposent des choses comme ça pour une première étape, parce que forcément, c'est difficile. Bien sûr, y aller petit à petit. Mais ça match un petit peu, ça match beaucoup. Au début, j'étais très stressée. Oui. Évidemment, parce que j'ai commencé à imaginer, qu'est-ce que j'aurais en face? Quelle est cette personne? Est-ce que ça se trouve, je vais tomber sur un pervers ou un truc comme ça? Enfin, bon. Mais en fait, finalement, ça se passe bien, etc. Et je discute déjà avec des personnes. La prochaine étape, ça va être de rencontrer les personnes autour d'une table. Parce que le but de cet exercice qu'elle m'a proposé, c'est justement de discuter avec quelqu'un sans imaginer quoi que ce soit de ce qui pourrait se passer. Juste comme ça. On discute autour d'une table, on va voir s'il y a quelque chose qui se développe, mais sans que pour aider mon cerveau à ne pas partir dans tous les sens. Et donc, effectivement, c'est un plutôt bel exercice. Donc, j'ai commencé que récemment à faire ça un petit peu. Et pour répondre à ton autre question, j'ai déjà eu une relation amoureuse dans ma vie, une seule, mais c'est lui qui avait fait le premier pas. Donc, on va dire que ça non, mais ça compte quand même. Ouais. Ça compte quand même dans le sens où c'est pas un inconnu qui est venu dans la rue, non? Non. Donc c'est quelqu'un peut-être. Et t'avais alors je reformule. Ouais. Est-ce que t'avais eu des fantasmes ou pas? Ou vraiment pour le coup, lui t'avais rien du tout imaginé? Rien du tout, parce que je pensais même pas ça marche pas. que ça pourrait matcher. Ah oui. Ah oui, non, parce que maintenant que tu le dis, effectivement. Là, avec lui, ça a pas fait ce cas-là, parce que je ne pensais pas que ça irait à ce point-là, qu'on se mettrait en couple, etc. Et donc, ça a marché effectivement une fois, du coup. Oui, vachement bien même. Je me rends compte maintenant. Combien de temps vous êtes restés ensemble? On est restés ensemble à peu près un an et demi. D'accord, quand même. Donc, et ce surattachement au couple, alors il s'est traduit de la même manière avec lui? Est-ce que tu avais ce sentiment, comme Maureen, elle a pu le partager, ce sentiment de vouloir être... collé à lui, de passer ton temps avec lui, de partager toutes tes passions avec lui, ce truc où s'il est pas là, tu respires pas, quoi? Non, pas forcément, parce que j'arrivais à être plutôt quand même bien avec lui. J'avais quand même envie d'avoir ma petite vie à côté. Et maintenant qu'on en parle, effectivement, j'avais pas de surattachement, mais peut-être parce que il m'apportait quelque chose, ce manque justement, que j'essaie C'était comblé. de combler. C'était comblé, peut-être quelqu'un qui me donne de la bienveillance, de l'amour, etc. Machin. Comme j'ai pas forcément moi appris à me donner de l'amour moi-même, ou pendant mon enfance, sans raconter ma vie. Mais en vrai, ça s'est bien passé avec lui. Donc c'est pour ça que si jamais effectivement il se passe quelque chose avec quelqu'un, et que, comme tu proposais tout à l'heure, finalement ça va plus loin avec ma collègue de théâtre, etc. et qu'on peut tenter quelque chose. Je le tenterai parce que je pense que je serais bien quand même.
mais avec attention, évidemment, à faire attention à ne pas chercher à ce que l'autre, au bout d'un moment, comble vraiment tout. Forcément, après, là, ça devient un peu toxique, évidemment. Oui, mais du coup, ta démarche, du coup, tu es en thérapie ? Oui, c'est ça ? C'est ça. Donc, tu essayes de... Qu'est-ce que tu essayes ? En fait, j'allais formuler, mais non, en fait, je préfère que tu me le dises. C'est qu'est-ce que tu lui présentes, du coup, à ta thérapeute ? C'est ce besoin. Est-ce que tu veux t'auto-satisfaire dans le sens où ne pas avoir besoin d'autrui pour te sentir complet ? Ça, c'est plutôt elle qui me l'a proposé. Moi, quand j'étais venue la voir, c'était justement après ce fameux coup, il y a un an, avec cette collègue. C'est là que je me suis dit, OK, il y a un problème, il faut absolument que je fasse une thérapie sérieuse parce que là, je souffre vraiment. Ça va vraiment pas. J'avais même eu des idées noires sans dire ce que c'est. Donc, oui. Ça allait jusque-là, justement. Tu as eu une vraie déception amoureuse. Ouais. Une vraie déception, et je me suis dit, il y a un problème parce que j'ai rien développé avec elle, mais pourquoi je me monte la tête comme ça ? Bien sûr. Du coup, j'ai vu effectivement une thérapeute, et en fait, je suis arrivée vers elle en lui disant, voilà, je me suis rendu compte de ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas parce que ça me fait s'ouvrir, parce que les interactions sociales, parce qu'il y a des schémas qui se répètent, et ça, c'est typique justement de tout ce qui a besoin de thérapie. Et à partir de là, on a commencé à regarder, à développer un petit peu d'où est-ce que ça vient, de mettre des mots dessus, d'en prendre conscience aussi. Ce qui est important justement pour le côté automatique et le cerveau qui part tout seul, etc. Et ça qui est intéressant, c'est aussi, dans un premier temps, déjà de prendre conscience de « Ok, là, je pars trop dans mes fantasmes. Comment est-ce que je peux me rapprocher à la réalité, etc. » Et comme j'ai dit tout à l'heure, les exercices qu'elle me propose, les applis de rencontre ou les choses comme ça, moi, je trouve ça super. On travaille là-dessus, comme ça. Non, mais c'est vrai, je trouve ça top. Tu disais que c'était ta première vraie relation. Pourquoi la première ? Parce que du coup, il y a eu des couacs avant, j'imagine. Est-ce que c'était la peur de succomber du coup à cet attachement que tu as du mal à maîtriser, ou c'est parce que la vie ne t'a juste pas présenté la bonne personne ou... Alors, avant lui, j'ai eu quand je dis beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu pas mal de flirts, etc. Mais j'ai toujours refusé de me mettre en couple, en fait. J'ai toujours refusé de me mettre en couple parce que ça me faisait peur. Justement parce que je voyais déjà comment j'étais avec mes amis, et je voyais à quel point ça me faisait mal quand je perdais l'un de mes amis, parce que j'ai tendance, en fait, à trop aimer. Moi, je dis que j'aime trop parce que je donne tout vraiment aux personnes que j'aime. Autant de ma personne que même parfois de mon argent, et je le regrette très vite après. Tu me donnes à 100%, peu importe le domaine. Parce que j'aime, je donne, et c'est tout. Et en fait, quand je vois que quand certaines amitiés viennent à se terminer et que je vois à quel point je souffre après, j'ai toujours eu peur de me mettre en couple en me disant ça va être encore pire finalement. En fait, je pensais déjà à la fin avant même que ça ait commencé. Ah oui, ouais. C'est ça. S'il se passe ça, je vais avoir ça, et la peur, quoi. C'est ça. Donc j'avais beaucoup trop peur et je voulais pas. Je me disais non, je veux pas vivre ça. Et pourquoi tu t'es laissé convaincre alors, cette fois-ci ? Je sais pas. Je sais pas. C'est l'instinct. C'est ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit, c'est vraiment, t'es le premier qui réussit ça. Je ne sais pas comment t'as fait, mais je l'ai déjà remercié. Je le remercie encore, mais je sais pas. Il avait un truc en plus que les autres n'avaient pas. Je saurais pas dire quoi. Ou alors c'était le bon moment, ou je sais pas. Mais avec lui, pour le coup, je me suis jamais posé la question. Qu'il y a eu beaucoup de personnes avec qui j'ai pu flirter, etc. Et dès que je voyais que ça commençait à devenir trop sérieux, je suis désolée, c'est pas la chose à faire, mais je finissais par ghoster les personnes. Ouais, la panique, quoi. Je fuyais, j'étais pas bien, non, je donne plus de nouvelles. Et avec lui, je me suis jamais posé cette question, ça restait fluide tout le temps. Et... Plutôt bon signe. Bah oui, clairement. Ça fait combien de temps que t'es avec lui ? Là, ça fait 1 an. Oui, donc en plus, c'est pas quelque chose qui a commencé il y a 2 mois. À 1 an, on s'installe bien, on se connaît bien. Ouais. Et ça va. À part cette crise où du coup, tu t'es rendu compte que... Maintenant, ça va, du coup. D'accord. Parce qu'il y a eu cette crise, on en a parlé, j'ai fait les démarches pour aller mieux. Ça va mieux. Maintenant, ça va très bien. Comme Gary, t'as tenté une thérapie ou quelque chose comme ça ? Oui. J'ai fait que 3 séances par contre, parce que j'ai fait le dispositif Mon Psy. Et le problème, c'est que j'ai jamais été remboursée. Ah oui, d'accord, on est sur une question pratique. C'est ça. Donc j'attends d'être remboursée pour faire la suite des séances. Parce que c'est bien de le dire aussi. Parce que c'est pas donné malheureusement la thérapie. C'est vrai.
Et quand tu finis tes études et que t'as pas encore de travail, tu peux pas dépenser ton argent comme ça, quoi. Mais ça, c'est une vraie question et un vrai problème que tu soulèves là, en fait. La thérapie, c'est carrément un luxe, en fait. Bah oui. Il y a des je mets une petite parenthèse, hein, il y a des structures qui permettent des consultations gratuites, mais elles sont bouchées. Il y a très peu de place parce que forcément, tout le monde... Enfin, c'est très normal que les gens essayent et c'est terrible parce qu'on se retrouve avec des profils comme les tiens, de quelqu'un qui a envie de régler quelque chose qui est tout à fait légitime et qui est coincé, quoi. Ah, Et je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui encore, la psychologie ne soit pas prise en compte comme d'aller chez le généraliste, en fait. Je trouve ça fou. Bah, récemment, il y a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle du coup le dispositif Mon Psy. C'est ma généraliste qui me l'avait conseillé. Et on a le droit, je crois, à 7 ou 8 séances par an qui sont censées être remboursées. D'accord. Mais moi, le problème, c'est que j'ai toujours pas été remboursée. D'accord. Mais Ok. au moins, il y a déjà Mais il y a cette ce démarche système-là qui est mis en mise, place. oui. Ah, tu vois, tu m'apprends un truc. Je crois que c'était depuis le Covid que ça a été mis en place, il me semble. Mais Bah voilà. c'est déjà un premier C'est pas. déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. C'est comme ça que j'y suis allée, sinon j'y serais jamais allée pour le coup. Oui, mais je peux comprendre, hein, je peux vraiment comprendre. Moi, je me demande à quoi ressemble le profil de Gary sur les applis de rencontres. Comment tu te décris parce que t'as une présentation, des photos. Est-ce que, en fait, je me demande comment tu t'es levé le matin et tu t'es dit, OK, je fais mon profil, je fais mes photos. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce qui s'est passé, c'est ma thérapeute qui me l'a proposé ce jour-là. Et généralement, quand elle me propose un truc, je me dis, OK, le jour même, je l'essaye, je le fais, je passe le pas. Parce que je me connais, je sais que je procrastination, non, demain, j'ai la flemme, machin, mais voilà. Puis après, je reviens la semaine d'après, oh non, j'ai pas fait mes exercices. Mais du coup, oui, je me suis déterre, en fait, à faire mon profil. Et en fait, je suis restée très simple parce que je me suis dit, si je commence à donner des arguments, des super belles photos de boucs, de comédiens, de machin, de trucs. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas l'exercice, quoi. L'exercice, c'est pas non plus de mentir sur moi, comme mon cerveau ment, entre guillemets, sur l'histoire des autres. Donc, je me suis juste dit, OK, je vais juste mettre une photo qui donne envie de venir discuter avec moi. 2-3 photos à côté aussi, pour que les gens voient quand même plus ou moins aussi à quoi je ressemble un peu sous tous les angles. Mais des selfies ou des trucs comme ça. Un peu sous tous les angles. En fait, il y a 17 photos. C'est ça. Non, je crois que j'en ai 3-4. Mais du coup, voilà, j'ai rempli mon profil. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a certaines applis qui proposent de répondre à des questions. Ce qui est bien aussi, ce qui peut m'aider, parce que moi... Oui, c'est dur de se décrire. Ah oui. C'est dur de faire une présentation de C'est dur. soi-même. Et puis, comme moi, j'ai peur de toutes les relations sociales, de dire bonjour à un inconnu, bonjour, ça va, tu veux être mon ami, j'y arrive pas. C'est justement un des trucs moi, que si je recevais ça, je dirais oui, c'est attachant, c'est terriblement attachant. Bonjour, tu veux être mon ami, j'adore. Ouais, il faudrait, tiens, je vais essayer ce soir. Mais ouais, franchement. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me demande toujours, et si on disait la vérité? Bah oui, c'est tu ça. vois, Quoi. et si pour une fois on disait la vérité? Je t'aime trop. Est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce qu'on peut parler? Ça ferait du bien, je pense, non? C'est ça. C'est pour ça que sur les applis où on peut poser des questions, j'ai marqué les choses franchement. C'est bien. Il y a une appli où il pose la question pourquoi vous venez sur cette appli pour rencontrer des personnes au niveau amical. J'ai dit franchement, écoutez, c'est parce que j'ai du mal socialement. C'est ma thérapeute qui me l'a proposé, donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter. Et j'ai dit les choses franchement. Et depuis, j'ai quand même quelques personnes qui viennent me voir et puis. Dont certaines qui aussi, pareil, ont du mal socialement et qui, on est dans le même monde, c'est super, c'est sympa, c'est chouette, quoi. Mais je trouve ça super, ta sincérité, parce que c'est rare. Parce que vos discours, à travers ce que vous nous expliquez, moi, qui n'ai pas forcément l'impression d'avoir ce truc-là, tu vois, qui est super dur au quotidien, tout ça, je me reconnais dans certains de vos discours, quoi. D'imaginer, moi j'ai rencontré mon mec, j'ai imaginé des trucs, tu vois. Forcément, j'étais là, oh waouh, le jour où... Et c'est très commun, mais c'est vrai que on oublie qu'il y a le côté un peu général où tout le monde a un crush et waouh, et en fait il descend du bateau ralenti ou elle et c'est fou et tout ça, et puis après en fait tu te rappelles que t'habites à Montélimar et qu'il n'y a pas la mer, tu vois, enfin ça n'a pas de sens. Mais sur le truc, c'est très commun. Par contre, c'est vrai qu'on oublie à quel point en fait ça peut isoler, à quel point ça peut être une forme de souffrance, parce que c'est méga dur en fait. En plus de dire quelque chose, est-ce que
je me demande, sans jugement vraiment, est-ce qu'il y a un sentiment de honte un peu derrière ça? Est-ce qu'il y a un sentiment, on n'ose pas dire parce qu'on a un peu honte d'imaginer des choses qui se passent pas ou qui se passeront peut-être probablement pas? Ou pas? Oui, bah, de mon côté, oui, quand même un Ouais. petit peu, surtout depuis que je m'en rends compte parce que, en fait, c'est surtout parce que je me rends compte que je suis pas, je suis décalée par rapport aux autres, par rapport au monde et quand je m'en rends compte, je me dis: «Mais en fait, pourquoi mon cerveau, il part comme ça?» Parce que ça sert à rien, ça ne fait que souffrir et je perds peut-être des relations, humaines qui peuvent se passer alors que mon cerveau est dans son coin, quoi. Enfin, il y a quand même un petit sentiment de honte parce qu'on sent enfin moi personnellement, voilà, je me sens décalée et puis je sens que ça m'empêche, que ça m'handicape la vie et que je peux peut-être potentiellement rater des choses. Par exemple, je vais donner justement l'exemple de ce qui se passe là aujourd'hui maintenant entre nous. C'est que quand j'ai vu ton annonce sur Instagram, j'ai eu mon angoisse qui a commencé à me dire ah ça me parle mais oh mon Dieu machin et puis Amy c'est une youtubeuse connue machin oh là 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 là. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Oh, il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter mais je me suis dit non allez, j'envoie ce mail, je l'envoie, je raconte ma vie parce que même s'il y a juste le passage du mail et que je suis pas pris, au moins j'aurais raconté à quelqu'un mon histoire. Et là c'est un peu le même principe, c'est que comme j'ai pas imaginé de choses, les choses se sont enchaînées, le mail a été choisi, etc. Ils m'ont invité à venir et je suis là autour à te rencontrer, ce qui est quelque chose de formidable aussi. Je ne pensais vraiment pas un jour le faire. Et en plus de discuter socialement avec des personnes, alors c'est quelque chose, un exercice. Mais alors mon cerveau, il y a quelques temps, il me dirait, mais alors, impossible d'imaginer ça. Reste dans ton coin, reste dans ton appart et puis bouffe par la personne. Et voilà. Oui, je vois, je comprends. C'est ça, c'est ce genre de choses, je me rends compte que je loupe, quoi. Et bah, moi, je vois surtout que tu progresses, du Oui. coup. Que tu avances. C'est vrai. Que tu avances, bah, parce que bah, c'est fou. Si c'est vraiment ce que tu vis au quotidien comme ça, c'est fou, quoi. Et là, du coup, est-ce que pareil, t'as imaginé, du coup, le jour où t'allais parler en public, tout ça? Ou alors, là, pour une fois, tu t'es dit, je me fais violence, comme tu l'as dit, vraiment au point de, je n'imagine rien. J'arrive, je sais pas. Ouais. Non, j'ai quand même imaginé des choses. Bah, si, parce qu'on ne change pas les automatismes du cerveau, évidemment. J'imaginais plein de choses. Un énorme studio, un machin, un truc, enfin forcément. Oui, il est pas si énorme, mais sympa. Oui, non, mais il est très beau. Il est très, très beau. Vraiment magnifique. Petit, mais très, très cocoon. On s'y sent bien. Mais oui, non, forcément, j'ai imaginé des choses et c'est pour ça aussi que mon cerveau est parti dans des angoisses. Hier soir aussi, ça a généré du stress quand même. Voilà, de stress, de crise d'angoisse, etc. Oh non. Mais forcément, j'en ai profité effectivement pour continuer à faire mes exercices. Il y a des amis qui m'ont rassuré, etc. aussi. Et forcément, je me suis dit, mais non, ok, tranquille, ça va bien se passer. C'est une équipe bienveillante, tu es bienveillante, etc. Donc, je savais que ça allait bien se passer. Donc, depuis hier, ça s'est calmé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je travaille dessus. Ça se passe bien, oui. Ah, c'est bon. Non, c'est très bien, t'inquiète. Ah non, sinon, ça fait longtemps que je serais pas... Super. Pourquoi tu crois que t'es comme ça, Maureen? Oula. Tu penses que t'as une... Parce que je pense que c'est ça le travail que vous tentez de faire, quoi, de... Peut-être pour comprendre, peut-être, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas tout ça. Non. Genre, justement, j'ai essayé de me poser la question avant de venir parce que je me suis dit, ça va sûrement être l'une des questions. Donc, j'ai essayé d'y réfléchir et je me suis dit, mais je vois pas. Franchement, je sais pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut sous-entendre... Franchement, j'en sais rien. Est-ce que ça peut être un trait de personnalité, tout simplement? Tu penses? Peut-être, ou alors est-ce que c'est un manque qu'on a eu à un moment donné dans notre vie, je sais pas. Moi, la conclusion où j'en suis venue, je me suis dit, peut-être que c'est parce que depuis mon enfance, j'ai toujours été isolée. Enfin, je suis déjà, je pense que c'est ton cas, je suis pas sûre, mais très timide. Oui. Donc, je parle pas beaucoup aux gens, je vais pas vers les gens, donc j'ai toujours été un peu seule. Mais mes parents, ils travaillaient toute la journée, je les voyais pas beaucoup, donc forcément, j'ai toujours été un peu isolée, un peu seule. Et je me dis, peut-être que du coup, le fait d'avoir des personnes dans ta vie, t'as pas envie qu'elles partent parce que tu veux pas revivre ça. Je sais pas si c'est lié à ça, ça se trouve, j'invente totalement, mais c'est la conclusion que je me suis dit. Je me suis dit, peut-être que c'est lié à ça, au fait que, du coup, pour une fois que t'as quelqu'un, garde-la. Je sais pas. Ça me paraît plutôt logique. Oui, mais je vois pas d'autres raisons. C'est vraiment la seule conclusion que j'ai trouvée, parce que sinon, je vois pas...
Ou alors c'est un trait de personnalité, comme tu dis, ou c'est Non, moi, juste je sais on rien, est je me comme pose ça, la question, ouais. J'en sais rien. Bah, après, peut-être qu'on a une nature propre et qui est après un peu trafiquée par les épreuves qu'on traverse, les gens qu'on rencontre, les choix que l'on fait. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous pensez peut... J'aime pas le mot s'améliorer parce que c'est pas un défaut. Est-ce que on peut apprendre à vivre avec de manière plus sereine? Moi, je pense. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire Ouais. maintenant. Comment t'essayes de faire? Alors, en essayant de m'en rendre plus compte déjà. Parce que pendant des années, je laissais ma petite tête divaguer, partir dans ses délires et je disais rien. Mais maintenant, j'essaie de m'en rendre compte et de me dire non, stop, on arrête. En fait, dès que je m'en rends compte, j'essaie d'arrêter la chose et voilà. Et par rapport à ce qui s'était passé avec mon copain, par exemple, je lui avais demandé 2 semaines où on se voyait pas, où on se parlait très peu, pour justement me reconcentrer sur moi, pour aller mieux, pour retrouver toutes mes passions que j'avais perdues parce que j'étais trop focus sur lui tout le temps. Et pour le coup, ça a marché. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est contrairement à avant où je donnais tout à tout le monde et je laissais passer tout le monde avant moi, j'essaie de prendre plus de temps pour moi, de me concentrer sur moi. Et bah, comme il a expliqué, ça passe aussi par travailler sur certaines choses qui nous dérangent et qu'on aimerait améliorer, dont le fait d'aller vers les gens. Donc moi aussi, ça c'est un énorme exercice d'être là, je ne vais pas te mentir. Et oui, j'essaie juste... Vous êtes super fiers de vous deux, du coup, non? Oui, là, pour le coup, oui. C'est vrai, C'est bien. on peut. C'est hyper bien. Parce que je vais pas te mentir, souvent, quand je fais des choses comme ça, j'annule à la dernière minute parce que j'ai peur. J'ai mon anxiété qui prend le dessus. Et mon cerveau m'a dit ça aussi tout à l'heure. Et bah, jusqu'à encore hier soir ou ce matin, j'étais là en mode non, n'y va pas, non. Et... Je suis fière de vous. Vrai, je suis super fière de vous deux. C'est ça. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Mais ça fait plaisir d'être là et au moins, moi, on avance. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que c'est un moment important pour vous et ça me touche trop, en fait. Je trouve ça trop cool. Non, mais je trouve ça beaucoup trop cool. Pour redescendre l'émotion, je me demandais aussi sur le quotidien. Est-ce que, du coup, peut-être te replonger dans la relation avec ton ancien copain et toi, peut-être ton actuel, est-ce que vivre à travers l'autre, le surattachement, tout ça, ça se traduit aussi par des actions un peu toutes bêtes, je mets des grosses guillemets sur toutes bêtes, sur j'envoie un message, j'ai un lu, on me répond pas, c'est la panique, on m'aime plus, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent? Oui. Ce sont des choses qui vous parlent, pardon? Oui, très fort. À ce point-là? Oui. Moi, je sais que déjà, surtout que nous, on est à distance, donc on se parle principalement par message. Les messages, ça peut paraître très froid. C'est vrai. Donc, lui, c'est pas un reproche, je suis désolée, il écrit très bien, mais du coup, des fois, quand t'écris trop bien, ça peut paraître encore plus froid par message. Fait des fautes. Mais des smileys. Je connais pas son prénom, on va l'appeler Gaëtan, je sais pas pourquoi. Gaëtan fait des fautes. Mais des smileys, Gaëtan. Oui, mais voilà, mais Gaëtan, fait un effort. C'est ça, où en fait, il a une manière de s'exprimer qui est vraiment très, très française et très... bien, tu vois. Bien structuré, syntaxe parfaite. C'est pour ça que c'est pas un reproche. Mais comme on n'a pas l'habitude de recevoir ça par message, des fois, il va dire des choses qui peuvent être anodines et moi, je vais le prendre personnellement et je vais me dire, oh non, ça y est, il est énervé ou des choses comme ça. Ou si justement, ça se termine sur un message comme ça, que je lui réponds et qu'après, j'ai pas de réponse, je me dis, oh, ça y est, il y a un problème. Gaëtan, arrête de nous écrire cordialement à la fin des textos, ça crée un froid. Vraiment, faut arrêter de faire ça. Ça ne va pas. Je l'ai pas eu encore, celui-là. Maintenant, je vais l'avoir. Non, mais oui, c'est vrai que du coup, on repart dans notre imaginaire et on commence à se dire, oh non, ça y est. Ou alors, moi, j'ai eu une phase aussi où il y avait une personne dont j'étais très jalouse dans son quotidien, parce que c'est une fille qu'il voit très souvent et il a eu la mauvaise idée d'en jouer un petit peu, du coup, de ma jalousie, et me faire des blagues là-dessus à un moment donné. Ouais, c'est pas très drôle. Ça va, maintenant, il a arrêté, il a compris, mais du coup, moi, c'est resté dans ma tête. Et du coup, des fois, je me dis, ah ouais, mais ça se trouve, il est avec elle, oui, ou il déconne avec elle, ou des choses comme ça. Et je me dis, et moi, je suis là, j'attends son message, tu vois. C'est vraiment, enfin, au quotidien, ça peut être assez difficile. Mais c'est pareil, ça fait partie des choses où, quand je sens que je suis en train de partir dans ma tête et me dire, ouais,
soit il a pas envie de me répondre, soit il fait la tête pour je sais quoi, soit il est avec quelqu'un d'autre de plus intéressant que moi ou des choses comme ça. Je me dis non, tais-toi. Genre, c'est dans ta tête, attends qu'il te réponde et tu verras bien, tu vois. C'est ouf parce que quand je t'écoute, surtout sur une relation à distance, alors je sais pas trop s'il était là à côté de toi au quotidien, je sais pas si tu aurais le même comportement. Ça, d'ailleurs, c'est une vraie question. Tu penses que tu serais pareil s'il était là plus souvent? Pas autant, je pense. Ouais. Je pense que je serais plus rassurée déjà. Parce que comme déjà on a eu des crises et tout, je me dis ça a été fragilisé à un moment donné, tu vois. Donc maintenant ça va mieux, mais du coup dans ma tête il y a toujours le et si. Et si ça recommence, et si finalement il en a pas marre et il décide d'aller vers quelqu'un d'autre ou des choses comme ça, tu vois. Je me dis si on était quotidiennement ensemble et on pourrait déjà vivre librement et en parler librement, et je pense que je serais déjà plus rassurée, tu vois. Mais à distance, ouais, parfois, c'est très compliqué. Ouais, parce que j'imagine ton quotidien qui doit pas être facile. Et je sais pas pourquoi, j'ai ce mot dans ma tête de temps d'attente. J'ai l'impression que tu es dans une salle d'attente. Et que le médecin, il a grave du retard. Tu vois, c'est ce truc. Et je comprends et j'arrive à visualiser, du coup, que ça doit être super dur au quotidien, quoi. Bah, c'est pesant un peu, quoi. Puis oui, c'est un peu ça, t'es dans l'attente toute la semaine du week-end où tu vas pouvoir le voir et être un peu plus rassuré. Mais ça va. Au début, il avait du mal avec ça, mais on en a discuté. On a mis du temps à vraiment communiquer, à trouver notre rythme. Mais maintenant, je lui ai demandé justement d'être parfois un peu plus compréhensif vis-à-vis de moi ou de me rassurer un peu plus. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à avancer maintenant, parce que je sais que en fait tout ça maintenant c'est dans ma tête, que lui il m'a dit les mots, il m'a fait comprendre les choses et il agit par rapport à ça, et je me dis ok, maintenant c'est à moi de réussir à mettre ses pensées de côté et stop, genre, on passe à autre chose, c'est fini. Oui, après ça enlève pas la difficulté de faire, c'est facile à dire mais c'est dur on peut prendre des décisions dans la vie, tout ça, mais quand on a un mécanisme depuis si longtemps qui en plus est hyper handicapant au quotidien et tout, c'est difficile. C'est bien déjà de prendre la décision, mais de laisser vraiment ses idées de côté et de comment on oblige son cerveau à arrêter. Et bah si tu as la réponse, dis-nous. Oui, ouais, on est preneur, c'est clair. Ouais, bah non, j'en sais rien. Ouais. Je vais pas te mentir, moi aussi j'ai mes problèmes. Bah oui. Mais ouais, c'est comment la décision. Est-ce que déjà de prendre la décision, la vraie décision de dire j'en ai marre, j'en peux plus, je veux que ça change, est-ce qu'il y a un vrai impact au quotidien? Bah pour ma part, oui, c'est sûr. Justement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'en pouvais plus, que je voulais absolument que ça change et que ça évolue. Donc après, évidemment, depuis le début de la thérapie, ça bouge. Ben, c'est toujours comme ça, une thérapie. Voilà, je dis ça aussi pour ceux qui souhaitent en faire une. Si jamais, au bout d'un moment, ça marche pas ou qu'on piétine, c'est normal. On retombe dans nos automatismes et le cerveau est toujours veut rester dans sa zone de confort. Mais en vrai, depuis un an, moi, je vois que ça évolue effectivement, que j'ai quand même beaucoup de choses qui évoluent. C'est beaucoup plus fluide. J'arrive plus à rebondir sur des choses et à trouver de quoi sortir de ça. Donc, en vrai, moi, pour ma part, c'est sûr, c'était peut-être très extrême, parce que j'ai vraiment attendu, entre guillemets, le côté extrême de cette chose pour vraiment pour prendre le problème à bras le corps et me dire, ok, maintenant, ça suffit, je fais quelque chose. Mais je vois la différence. Et effectivement, ça évolue. Et personnellement, ça fait du bien de voir qu'au quotidien, il y a quand même des fois, même des jours entiers où je me sens bien, où je n'ai pas le cerveau qui part dans tous les sens et où je me sens au présent. Et ok, là, je me sens bien. Et ça fait plaisir. C'était très rare avant, quasi inexistant? Bah, quasi inexistant. Là, maintenant, en plus, ça arrive et je m'en rends compte aussi. Forcément, parce que c'est vraiment la conscience du truc. Je les vois, je me rends compte, oh, c'est différent. Ah, c'est pas ce que je vis comme d'habitude. Oh, c'est bizarre. Je connais pas, mais ça me fait pas souffrir et je me sens en paix intérieurement, on va dire, un petit peu. Donc, on les prend, ces moments-là. Je me rends compte et je me dis, ok, bah, ça fait plaisir et ça veut dire que la thérapie marche et que ça peut continuer, quoi, en plus. Ouais, parce que... Enfin, tu voulais peut-être répondre aussi, remarque. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je voulais rebondir sur autre chose, mais j'ai oublié entre-temps. Donc, voilà, ça revient dans la tête. Ça te reviendra. Ouais. Oui, parce qu'on oublie de dire aussi qu'il y a peut-être des périodes... Enfin, je sais pas si dans votre année, par exemple, vous remarquez que, je sais pas, autour d'une date qui est importante pour vous, le sentiment est plus fort que d'habitude. Est-ce que c'est lié à des périodes de vos vies? Est-ce que... Ouais, non? Oui. Bah, moi, déjà, comme je t'ai dit, la période où, avec mon copain, on a eu notre petite crise, c'était une période où j'étais vraiment, vraiment pas bien. Bah, je peux le dire, je pense, j'étais en dépression.
Dans mon travail, ça allait pas. J'avais même plus de travail. Je finissais mes études. Je voyais pas ce que j'allais faire après parce que dans notre milieu, c'est assez compliqué, surtout quand tu sors de l'école. Donc ouais, j'étais vraiment pas bien. Après, la famille, c'est toujours un peu compliqué aussi. Et comme je te dis, j'avais que lui du coup. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est décuplé en fait. Ouais, tu t'es accrochée. C'est ça, parce que je me suis rattachée à la seule chose que j'avais. Et je pense que ouais, ça joue énormément avec nos émotions et comment on est sur le moment au final. Oui, clairement. Je rebondis, effectivement, c'est ça. C'est des périodes qui peuvent rappeler des choses. Moi, c'est notamment, comme c'est un surattachement sur le social en général, que ça peut être un peu n'importe qui, c'est surtout, moi, par rapport à des traumas qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune, comme je disais, dans mon enfance ou dans mon adolescence, on a justement pu les distinguer et mettre des mots dessus avec ma thérapeute. Et ce qui fait que pendant ces périodes-là, je vais me sentir mal, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi. Mais si jusqu'à présent, je me sentais mal parce que je ne savais pas pourquoi, maintenant, je commence à me dire, OK, mais c'est parce que ça vient de telle période où là, j'ai eu un trauma. Là, OK, on va essayer de rassurer notre cerveau en disant, ça, c'est bon, il n'y a pas de danger. Il y a eu un trauma, mais c'est terminé, machin, maintenant, tout va bien, etc., etc. C'est souvent, effectivement, de rassurer le cerveau parce que il va automatiquement, OK, arriver dans une période où, danger, quoi. Tout à l'heure, tu as dit... j'étais un peu stressée à l'idée de venir ici. J'en ai parlé à mes amis. Ces amis-là, du coup, est-ce que c'est des personnes que tu as auprès de toi depuis longtemps? Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées via les applications de rencontres, justement? Parce que visiblement, ce sont des amis dont la vie compte, puisque tu leur as demandé. Ouais. Donc, j'aimerais bien savoir quand tu les as rencontrés. Ouais. Là, j'ai eu deux profils d'amis différents parce que c'est vraiment une que j'ai rencontrée que récemment depuis que je suis arrivée sur Paris. Je suis arrivée en 2019, donc c'est vraiment très récent. Mais des amis vraiment très bienveillants, etc. Et c'est une pote avec qui je pouvais parler aussi notamment de ça, parce qu'elle te connaît, elle est très fan de toi aussi. Et je dis, je stresse à l'idée de rencontrer Amy. Non, t'inquiète pas, tout va bien et tout. Et une autre qui est une amie d'enfance que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans, que je connais depuis la maternelle. Et effectivement, la vie compte, mais parce que je sais que c'est des personnes avec qui ça marche bien, avec qui je me sens bien, avec qui... Des femmes encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut avouer. Mais avec elle, je n'ai pas de surattachement. Parce qu'il y a... Non, mais c'est... Mais oui. On pourrait se poser la question, mais non, c'est vraiment des personnes... Oui, la vie compte. Oui, voilà, je l'ai dit. Mais c'est vrai que... Non, parce que comme tu disais tout à l'heure, généralement, des femmes, ça veut dire que parfois aussi, tu as ce surattachement qui peut arriver à des hommes quand même, du coup. Envers des hommes, pardon. Alors, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord, c'est que des femmes. C'est que des femmes. Je sais d'où ça vient, on a vu ça justement avec ma psy. Mais c'est quasiment que des femmes et ça explique, on va dire, plus ou moins certaines choses du manque à l'intérieur dont je parlais, etc. Donc, d'accord. Je comprends, entre guillemets, pourquoi ça fait ça, quoi. Et mine de rien, malgré tout ça, du coup, tu as deux amies, dont une de 25 ans, c'est une longue amitié qui est solide, du coup, qui doit beaucoup compter pour toi. Et est-ce que, au-delà de ces deux personnes-là, tu as déjà réussi à avoir cette discussion sur ce surattachement que tu as au quotidien? Est-ce que tu as déjà eu une conversation ouverte, hormis, je veux dire, ta thérapeute ou tes deux amis? Non, justement, comme je le disais au début du podcast, c'est vraiment la première fois que j'en parle ouvertement. Je trouve ça fou. Parce que même mes amis, là, ne savent pas. Je me sens très honorée, je te le dis. Hein. Non, mais je me sens vraiment honorée. Mais c'est vrai, parce que c'est quelque chose que je cachais au fond de moi, que je gardais avec ma psy, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une sorte de petite honte de me dire, OK, est-ce qu'il y a... Encore une fois, le cerveau va imaginer plein de choses. OK, est-ce que la plupart de mes amis, entre guillemets, en plus féminines, vont, entre guillemets, me fuir parce que, peut-être qu'ils vont se surattacher. Ouais. Forcément, on imagine des choses. Mais non, forcément, quand j'ai vu ton annonce, ça fait aussi un déclic dans mon cerveau de, OK, c'est aussi l'occasion d'en parler. Et d'en parler aussi ouvertement, ça va me permettre d'en parler... parce que d'en parler comme ça à des amis, même des amis de longue date, comme c'est quelque chose de très particulier que je cache depuis toutes ces années, forcément, comme je disais, j'en ai honte, j'ai peur d'en parler, etc. Mais là, ça me permet aussi, le podcast, d'en parler de façon plus générale. OK, tout le monde va être au courant. Je sais que dans une certaine mesure, je vais aussi l'envoyer à ma famille. Et je sais que ça va ouvrir des sujets aussi, et ça va peut-être aussi permettre des discussions, des choses comme ça.
Et je me suis dit, ok, banco, quitte à en parler, ok, autant en parler de façon très visible. Non, mais Gary, je te trouve super. Ouais. Parce que en fait, je pensais pas qu'il y avait autant derrière. Je trouve ça incroyable. Je suis très émue que tu le fasses ici, en tout cas. Je trouve ça fou parce que c'est d'une humilité incroyable ce que tu fais là. Je trouve ça fou. Moi, tu nous raconteras. Ouais. J'aimerais bien savoir. J'aimerais trop qu'on te revoie ici dans un an et que. Pourquoi pas, oui. C'est quoi ta vie là depuis 365 jours, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Un épisode, que sont-ils devenus? Ouais, oui. Non, mais j'adore. Mais moi, j'adore. Oui. J'adore regarder ça. Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose. Je trouve. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast. C'est. Parce que quand j'ai créé ce format à la base sur Instagram pendant le Covid, tout ça, moi, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais, parce que j'avais envie de dire un truc, quoi. Ouais. Et c'est fou à quel point les gens, en fait, ils ont envie de parler. Les gens ont envie de s'exprimer, les gens ont envie de partager parce que personne n'a envie de se sentir seul. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et je trouve ça génial parce que... Je trouve ça génial. Oui, j'allais dire génial, pas du tout, c'est pas français. Je trouve ça génial parce que vos témoignages, je pense que vraiment, il y a tellement de gens qui vont le regarder et qui vont se dire « Oh, je me reconnais trop là-dedans. Je me reconnais trop. » Et c'est hyper important de leur apporter cette vision aussi positive parce que, mine de rien, votre chemin, il est ultra positif. Toi, ton déclencheur, c'est ton copain, mais j'imagine que tu le fais surtout pour toi, quand même. Oui. C'est lui qui m'a aidé à m'en rendre compte, qui m'a donné le déclic. Et oui, c'est surtout pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait mal depuis des années, quoi. Juste, je me disais, non, c'est normal. Enfin, voilà, tu te poses pas la question, au final. Tu dis, mon cerveau, il est comme ça, c'est normal. Ça se trouve, c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. Je cherchais pas plus loin. Et toi, t'as osé en parler à tes amis, du coup, de ça? Ou t'as été assez pudique là-dessus aussi? J'ai une amie avec qui j'en ai parlé pour sûr à l'époque où il se passait quelque chose avec le gars avec qui j'étais à l'école, parce qu'elle vivait une histoire un peu similaire. Et du coup, on s'est beaucoup confié l'une comme l'autre là-dessus. Et elle m'a aidée d'ailleurs à comprendre qu'il fallait que je me détache de lui, que ça allait pas du tout. Mais après, au quotidien, mes amis, moi, c'est pas une honte, c'est juste que je me dis, je vois pas trop l'intérêt d'en discuter avec eux, tu vois, c'est mon problème, c'est moi, je travaille pour aller mieux là-dessus, et voilà, après, tant que eux, ça les affecte pas, je vois pas trop, pour l'utilité, toi, tu vois. Le fait de se confier, quoi. Ouais, mais comme tu vois, j'avais cette amie avec qui j'en avais déjà parlé sur le moment. Bah oui, c'est ça, j'avais quelqu'un qui me comprenait, qui m'aidait, avec qui on avançait mutuellement. Ça me suffisait, je ressentais pas le besoin d'aller en parler à tous mes amis, quoi. C'est vrai. Est-ce que ce surattachement, il est humain, mais aussi comme ça, juste pour voir sur des objets, des choses au-delà? Est-ce que vous avez une affection surdimensionnée, par exemple, sur un collier que vous avez depuis des années et ce collier, tu souris. J'imagine que oui. Ça me parle parce que c'est une histoire très récente aussi. Mais j'avais ma gourmette de naissance pendant des années. Je la portais tous les jours. Et... T'as un poignet qui a grandi depuis un petit peu? Oui, mais elle m'allait toujours et dis-toi qu'elle était trop grande. Incroyable. Oui. Incroyable. J'ai une photo de toi bébé. C'était un cadeau de ma grand-mère qui est décédée en 2009. Et pour moi, c'était le dernier objet qui me restait de ma grand-mère. C'était mon dernier lien avec ma grand-mère. Je tenais énormément. Et cet été, j'avais parlé avec une de mes cousines. Elle s'était fait cambrioler. J'ai regardé ma gourmette et je lui ai dit, le jour où je perds ça, ça ira pas. Il faut pas. Je l'ai perdu cet été-là. Oh là là, non. J'ai posé la question qu'il fallait pas. Mais du coup, il y a des liens avec les objets, clairement. Et j'ai eu beaucoup de mal. Franchement, j'ai eu une crise de larmes pendant une journée entière. J'ai appelé tous les lieux où j'avais été dans la journée pour essayer de la retrouver et tout. C'est impossible. C'était comme si on m'avait enlevé une deuxième fois ma grand-mère. Ouais, je peux comprendre. J'étais vraiment pas bien. Et mon copain, pour le coup, m'a beaucoup aidé là-dessus parce qu'il m'a rappelé que j'avais pas besoin de cette gourmette parce que j'ai fait un tatouage en lien avec ma grand-mère pour les 10 ans de son décès. Je me suis fait tatouer un dessin qu'elle faisait tout le temps. Et il m'a dit, t'as ça à ta cheville, tu l'auras tous les jours, toute ta vie. Tu ne perdras jamais. T'as pas besoin de ta gourmette. Et
j'avais perdu ce lien avec ce tatouage. Moi, c'était devenu un tatouage basique. Tu vois, on fait plein de tatouages. On sait ça a des significations, mais avec le temps, t'oublies. Et sur le coup, quand il m'a dit ça, j'étais mais il a raison. En fait, elle est tout le temps avec moi. J'en ai pas besoin. Mais ouais, sur le coup, ça faisait très mal. Il trouve les bons mots, Gaëtan. Ouais. On l'appelle toujours Gaëtan. Hein. Ça me va. Je comprends, j'ai un collier comme ça que mon père m'a offert et je l'ai perdu pendant 48 heures. Ouais. J'ai pas dormi. Bah c'est ça, c'est J'ai horrible. Pas dormi. J'ai pleuré toute larme de mon corps. C'est mon mec qui l'a retrouvé dans son pull. Parce que faut arrêter de voler les pulls de son mec. Voilà, le message du truc. On est sur la fin de ce podcast déjà. C'était déjà super rapide. Bah ouais, mais quand on s'amuse, Gary. Mais oui. En même temps, j'ai envie de te dire. Ça va trop vite. Ouais. Pour conclure, moi j'aimerais bien quelques mots de votre part. J'aime jamais le mot conseil, mais on n'en a pas inventé un mieux pour l'instant. À des personnes, voilà, qui sont dans le même cas que vous, et s'il y a un message un peu cool à donner, tu vois, sur non, ça va pas être comme ça tout le temps, peut-être. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui ressent ce surattachement et pour qui c'est dur? Moi, je lui dirais, écoute-toi et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Parce que c'est vraiment ça aussi qui nous manque, c'est qu'on se juge nous-mêmes, etc. Tout le monde le fait, mais c'est vrai que le surattachement, c'est la même chose. Et on a tendance à avoir honte, à ne pas en parler, etc. Machin. Mais en fait, moi, je dirais vraiment d'accepter, même les jours où on a ces choses-là, que ça nous fait souffrir, etc., de pouvoir se dire, ok, tout va bien. Je n'ai pas à me juger. Il ne faut pas que je me juge parce que je suis comme ça, parce que j'ai vécu tel trauma ou autre, ou même si on ne le sait pas. Mais de vraiment s'accepter, quoi, parce qu'on est tous humains, on a tous aussi des choses comme ça, et c'est pas parce que on a quelque chose dont on a honte et qui est trop fort, etc. Même un jour où ça va pas bien, que c'est trop fort, et dis-toi juste que c'est ok. Que c'est ok d'être comme ça, c'est ok de vivre ça, qu'on est tous humains, qu'on a tous des sentiments, et que bon, c'est juste que toi, c'est un peu plus fort parce que tel truc, tout le truc, il t'est arrivé ça ou ça. Mais c'est tout. Voilà. Accepte-toi et écoute-toi. C'est joliment dit. Tu veux rajouter quelque chose, Maureen? Je suis totalement d'accord. C'est l'acceptation avant tout, et accepter aussi que si tu veux aller mieux, c'est pas une ligne droite. C'est normal d'avoir des moments de rechute, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu vas pas t'en sortir. Et de toute manière, c'est, je pense, un combat d'une vie. Clairement, c'est pas quelque chose qu'on guérit du jour au lendemain et ça reviendra pas. Et il faut accepter que des fois, il y a des petites rechutes, mais juste, t'es là, tu dis, ok, c'est ça, je connais, on avance. Et voilà, ça finit par arriver. Vrai, on est là, de toute façon, on a eu la preuve. Voilà. Voilà, nous, on est arrivés ici, c'est bien la preuve que les choses peuvent évoluer. Parce qu'on aurait pu tous les deux ne pas être là, visiblement. Voilà. Vous n'avez pas annulé. C'est ça. Vous n'avez pas annulé. Donc la preuve, c'est que ça peut bien se passer. En tout cas, merci à vous deux pour ce partage. C'était vraiment génial. Merci pour votre générosité. Plaisir partagé. Merci à toi. Franchement, c'était super. Merci de ton accueil, vraiment. Franchement, quand vous voulez, on se dit dans 365 jours, on se retrouve. De toute façon, c'est ça. Vous pouvez retrouver l'épisode de Nef Club sur les plateformes auditives aussi. Si vous êtes en train de conduire et que vous voulez qu'on vous accompagne, nous, on adore les gens qui conduisent. Surtout sur Paris, où le périph', c'est 2 heures maintenant. Donc vraiment, vous avez toute une émission pour au moins la moitié de votre trajet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Nef Club. Merci encore à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt. Super les copains, super.